BX1+. Le face-à-face. Face à face avec des journalistes politiques, mais on ne va pas parler de confédéralisme, on va parler de la position du gouvernement d'Alexander De Croo et de ce qu'on peut attendre du comité de concertation de ce soir. On va être en ligne avec Demetrio Scagliola, qui est le rédacteur en chef de Sud Presse, et puis deux journalistes politiques, Frédéric Chardon pour la Libre Belgique et David Copy pour le journal Le Soir. Merci à tous les trois d'être présents. On va d'abord faire un petit résumé, pas trop long, avec Vanessa Lullier, des demandes qui sont sur la table pour cet après-midi. Ben oui, mais elles sont nombreuses, ces demandes. Alors pour les métiers de contact, c'est fait. Ils peuvent tous rouvrir à partir de lundi. Ensuite, pour les demandes, la première, c'est l'élargissement de la bulle à l'extérieur. Pour le moment, 4 adultes peuvent se rassembler, vous l'avez entendu, mais cette bulle, elle devrait être élargie. Donc a priori, on parle de 8 personnes. Ici, on a un consensus. Alors par contre, certains demandent également un élargissement de la bulle à l'intérieur, passer de 1 à 2 personnes. Eh bien, cela semble plus complexe pour les épidémiologistes en tout cas. Il y a aussi des demandes en matière d'enseignement. Pour le secondaire, le code rouge devrait être prolongé jusqu'aux vacances de Pâques, mais des assouplissements comme la possibilité pour les élèves de 3e et de 4e secondaire de revenir en présentiel est sur la table. Le supérieur, on en a parlé tout à l'heure, c'est 20% en présentiel dès le 15 mars qui est en discussion. Et puis un autre volet concerne la fin des interdictions de voyages non essentiels. Là, a priori, on se dirigerait vers une prolongation jusqu'au 1er avril, puisque l'Europe a décidé hier de limiter encore très fortement les voyages non essentiels. Alors par contre, pour la culture, le sport en salle ou l'ORECA, rien n'est prévu à ce stade. Voilà, il faudra attendre le comité de concertation suivant. Je ne vais pas vous demander, chers confrères, de jouer à Madame Soleil et de confirmer la shopping list de Vanessa Lullier. Je vais plutôt vous interroger sur la méthode. Est-ce que ça a encore du sens et est-ce que c'est encore pertinent de se retrouver tous les mois, tous les 2 mois, avec un comité de concertation où c'est un petit peu la foire d'Empagne, où on a une liste et puis il faut cocher dans la liste. Est-ce que c'est la bonne méthode? Je commence avec vous, Demetrio Scagliola. Je pense que la méthode de cette semaine a été très particulière. Je veux dire, pourquoi? On le sait, il y a eu les différentes sorties du week-end, notamment d'Écolo, celle de Van den Broek. Puis il y a eu cette sortie transparente, improvisée, mais qui a quand même créé pas mal de remous d'Alexander De Croo. Et donc je pense que cette semaine, le Premier ministre a quand même ramé toute la semaine et a multiplié les réunions pour essayer d'arriver à quelque chose pour éviter justement cette foire d'empoigne, en tout cas de l'éviter au maximum aujourd'hui. Donc je pense que la séquence qu'on vient de vivre est très particulière. Elle est très particulière. Est-ce qu'à l'avenir, il faut changer de méthode? Moi, je pense que c'est extrêmement compliqué de faire autrement, parce que je pense que ce qu'on voit, ce sont des sortes d'intercabinets, d'intercabinets permanents. Et donc, je pense que le plus gros du travail a été déblayé, comme votre collègue vient de le dire, et que voilà, il reste quand même quelques points d'attention qui vont devoir être tranchés. Donc, je pense qu'indépendamment du caractère particulier de la séquence de cette semaine, je pense que ça a encore un sens. Oui. Ouais. David Copy, est-ce que vous êtes d'accord avec Demetrio Scagliola? On avait beaucoup espéré à un moment avoir un baromètre du déconfinement avec des prévisions, éventuellement des cliquets qui permettraient d'activer l'une ou l'autre mesure. On nous l'a annoncé souvent, on ne l'a jamais vu ce baromètre. En effet, on a annoncé ça, on en avait parlé déjà en décembre, novembre, décembre, etc. Ici encore dernièrement. Mais bon, on sent bien que il y a un côté gadget à tout ça. Je pense que c'est pas vraiment la formule. Pour les réunions, on est en Belgique, donc il y a différents niveaux de pouvoir, c'est compliqué, donc c'est très difficile de sortir de cette formule actuellement, de voir d'abord en cabinet restreint au fédéral, ensuite réunir les régions. C'est très difficile de sortir de ça. Je crois que la situation, objectivement, est compliquée. Je lisais un titre dans la presse française hier, la France embourbée dans l'urgence. Et je crois que la Belgique est embourbée dans l'urgence, parce que tout le monde sent bien qu'après près d'un an de confinement, déconfinement, un peu comme ça en série, il faut changer un peu de logiciel. Mais on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas notamment parce que je pense que la politique de vaccination n'est pas à la hauteur. Ouais. Est-ce qu'on pourrait changer de logiciel? Je continue et j'essaye d'avancer un peu dans le débat. Frédéric Chardon, on a quand même le sentiment qu'on raisonne à chaque fois secteur par secteur. Est-ce que c'est vraiment une bonne méthode? Et on a aussi le sentiment à chaque fois que c'est quand même le fédéral qui vient avec sa feuille de route et qui essaye de la faire passer aux entités fédérées, donc les régions et la Fédération Wallonie-Bruxelles lorsqu'on parle d'enseignement de culture. Ouais, c'est-à-dire que le pouvoir politique doit imaginer au jour le jour, ou presque au jour le jour, depuis quand même plusieurs mois,
une politique et des mesures à adapter en fonction de l'évolution des statistiques. Donc je crois que ce serait faire un mauvais procès. Moi, je ne fais pas partie des gens qui crient haro contre les décideurs politiques. Je pense qu'ils font le maximum, avec beaucoup d'erreurs, ça c'est certain. On le voit avec le plan de vaccination qui ne fonctionne pas. Je pense que sur la méthode, je ne fais pas non plus partie des détracteurs du pouvoir politique. Je pense que les présidents de parti, ça fait partie de leur rôle de faire des propositions, de montrer qu'ils ne sont pas d'accord, même si par rapport à des mesures qui ont été prises par des gouvernements dans lesquels ils font partie. Je pense à Georges-Louis Boucher, je pense à Jean-Marc Nollet, qui ont mentionné des positions qui étaient en décalage avec des décisions qui avaient été prises par leurs propres ministres au sein de différents gouvernements. Eh bien, c'est le droit du pouvoir politique de dire que parfois, il n'est pas d'accord et de se distancer par rapport au rôle des exécutifs. Ouais. David Coppi, vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Frédéric Chardon? Ça pose pas de problème quand un président de parti, donc Jean-Marc Nollet et Georges-Louis Boucher, prend ses distances avec quand même des mesures qui ont été avalisées par des ministres de sa propre formation politique. Ça nuit pas à la qualité du discours pour le citoyen, ça? Je pense que sur la liberté de parole, comme le dit... écoutez, je pense que les présidents de parti ont une liberté de ton et de parole, en effet, et que c'est tout à fait logique. Maintenant, on voit bien que, objectivement, ça pose des problèmes. On vit en coalition de gouvernement en Belgique, et donc forcément, je veux dire, ça peut poser des problèmes au passage en termes de controverses ou de polémiques. Mais parce qu'on a tous en tête un peu ce que Jean-Marc Nollet vient de faire. Alors moi, je trouvais que c'était un peu une faute politique, mais je dirais que entretenir la fiction, après tout ce temps, entretenir la fiction de la bulle à une personne chez soi, parce que c'est devenu une fiction, on le sait. Je veux dire, entretenir la fiction, c'est aussi une faute politique. Donc voilà, je ne lui jetterai pas la pierre. Ouais. Absolument pas. Démétrio Scagliola. Qui serais-je pour lui jeter la pierre? Ouais, Démétrio Scagliola, ça pose vraiment pas de problème, ça, de se dire on édicte des règles, mais on dit qu'on nous-mêmes, président de parti, qu'on les applique pas. Vos lecteurs, ils comprennent ça? Non, je pense. Enfin, nos lecteurs n'ont pas compris cela, mais nos lecteurs ont compris que la bulle d'une seule personne depuis le mois d'octobre, c'était totalement dépassé. Je veux dire, quand une règle n'est plus appliquée ou très peu appliquée, parce que je sais que beaucoup de gens font des efforts, mais trouver des gens qui ont respecté la bulle d'une personne depuis le mois d'octobre, je pense que c'est quand même extrêmement compliqué. En même temps, je pense que dans le chef de Jean-Marc Nollet, on peut penser que c'est une faute, mais ça devient presque à un moment donné un positionnement politique, une sorte d'indignation citoyenne qu'on peut en tout cas entendre. Ce qui est certain, par ailleurs, c'est que ça n'a pas aidé à faire sortir de la bulle de 1, parce que voilà, on a à peu près ici tous les mêmes échos. Voilà, donc ça n'a pas permis en tout cas. Donc ça a été un peu contre-productif, si je vous entends bien. Je pense que du point de vue, en tout cas, de la décision sur la bulle d'une seule personne, je pense que ça a été contre-productif. Je pense que ça a crispé certains partis. Ça a aussi permis à certains partis de faire un peu un jeu politique en disant non. Donc de surjouer dans la prudence, je dirais, de se donner, parce qu'on voit bien qu'on est quand même avec tous ces partis autour de la table. C'est normal aussi. Monsieur Grosvillet, qui est des présidents de partis, essaye à un moment donné de sortir un petit peu du lot. Ouais. Alors, on va revenir sur un élément qu'on a déjà mentionné, mais je voudrais qu'on s'arrête un petit peu dessus. C'est cette fameuse conférence de presse surprise d'Alexander De Croo, surprenante sur le fond et sur la forme, Vanessa. Oui, alors le Premier ministre, il a effectivement surpris tout le monde lundi en organisant cette conférence de presse seul, avec des experts. Et cette fois, il s'est aussi entouré de mathématiciens afin de présenter des courbes. C'est une chose qu'on a souvent reproché aux politiques lors des prises de décision pendant toute cette crise, c'était l'absence de justification par des faits scientifiques. Cette fois, il a voulu se prémunir de cette critique et éviter aussi que le débat politique ne s'emballe durant toute cette semaine. Alors on l'a vu, chacun y est quand même allé de sa demande pour ses matières ou pour son électorat, mais on a peut-être quand même évité une poussée de fièvre politique, alors en montrant des chiffres, des courbes, des tendances, en démontrant que 1 + 1 = 2, et bien finalement que les données sont moins favorables que lors du déconfinement de juin. Il se montre pragmatique et prépare aussi la population finalement à avaler une pilule qui n'a pas le goût du déconfinement. Ouais, Frédéric Chardon, c'est une opération de com de la part d'Alexander De Croo. Est-ce que c'était pas aussi une manière de tuer le débat ?
Tuer le débat, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas, on sent que le Premier ministre a voulu reprendre clairement la main sur une communication politique sur la crise sanitaire qui partait dans tous les sens. Certains réclamaient tel déconfinement, d'autres voulaient que l'on vaccine tel sous-groupe. Donc il fallait à un moment donné, et je comprends que cette conférence de presse ait eu lieu, que le Premier ministre, enfin que quelqu'un finalement qui incarne l'autorité politique reprenne la main. Je crois que ça partait d'une bonne intention. Mais Alexander De Croo a quand même commis quelques erreurs importantes lors de cette conférence de presse. Je dirais sur le plan entre guillemets technique, c'est qu'il s'est contenté de parler de courbes statistiques et de chiffres. Or, la prise de décision en matière sanitaire doit prendre en compte bien d'autres paramètres, comme par exemple le facteur psychologique, de santé mentale des Belges. Et alors, par ailleurs, là, il y a une erreur politique, c'est qu'il n'avait pas averti les autres membres de son gouvernement, les membres du Cairn, les principaux ministres de son propre gouvernement. Et ça a valu d'ailleurs toute cette semaine plusieurs réunions très houleuses, même avec Sophie Wilmès, la vice-première ministre et maire, qui est pourtant libérale comme Alexander De Croo et qui est quelqu'un de très diplomate. Il y a eu un clash avec elle. Ouais, mais là, on sait aussi qu'entre libéraux francophones et libéraux néerlandophones, on n'a vraiment pas la même orientation sur tous ces assouplissements. Démétrios Calguiola, la conférence de presse et notamment l'intervention du mathématicien M. Franco, ça vous a semblé pertinent? Est-ce que c'était convaincant pour vous? Non, pour moi, ce n'était pas convaincant, ni d'un point de vue scientifique, et ni d'un point de vue politique. Je m'explique. D'un point de vue scientifique, on voit bien que c'est un modèle où il n'y a pas non plus une certitude. On voit bien que c'est quand même un aspect, vouloir comparer aussi à des périodes précédentes, je pense que les contextes sont totalement différents, notamment au niveau de la vaccination, au niveau de la gestion de la maladie dans les hôpitaux. Et d'un point de vue politique, je pense que c'est quand même une erreur. Donc je pense en tout cas qu'Alexander De Croo a sans doute prévenu certains ministres-présidents, si mon information est bonne. Je pense que pour le Cairn, effectivement, c'était un peu plus compliqué, mais en tout cas, je pense que c'est une faute. C'est une erreur, on va dire, parce que non seulement ça crée vraiment, ça rajoute de la tension à la tension, je pense que ça l'a exposé au cours de la semaine à devoir, comme je dis tout à l'heure, essayer de ramer pour récupérer aussi le contact avec les membres du Cairn, avec les présidents de partis, avec les entités fédérées. Et puis je pense que, effectivement, comme l'a dit Frédéric Chardon, la vision était trop scientifique. C'est pas cela qu'on attend. C'était presque redondant. Son message et celui des courbes étaient redondants. Et donc, je pense que peut-être que Alexander De Croo aurait pu peut-être quelque chose qui m'aurait fait plaisir et qui aurait été important, je pense, c'est qu'ils disent dorénavant au Codeco, on va aussi parler de vaccination. Parce que ça, je pense qu'on n'en parle pas assez, mais qu'on laisse ce problème de la vaccination uniquement dans les mains de la conférence interministérielle qui nous dit inlassablement tout va très bien, Madame la Marquise, on ne change rien. Je pense que le Codeco doit se saisir de ce débat. Voilà. David Coppi opine du chef. Oui, je suis d'accord avec Démétrio, là, je pense que... Parce qu'au fond, vous voyez, Alexander De Croo se produit en conférence de presse, il s'adresse à la population, etc. Mais les gens voient bien aussi qu'il y a le truc des masques, le truc qui n'a pas fonctionné. Ils voient aussi que les politiques de vaccination n'est pas prises en compte, comme Démétrio le disait, suffisamment au plan fédéral, au ministère de la Santé. Ça doit être la toute grosse opération, déjà depuis 2 ou 3 mois, où on sent qu'on est en retard, etc. Les gens voient bien aussi que les multinationales qui nous approvisionnent en vaccins ont joué avec les pieds de la Commission européenne. David Coppi, je vous coupe, David Coppi. Est-ce que ça veut dire qu'Alexander De Croo, avec sa conférence de presse, il a protégé Frank Vandenbroek? Non, je ne dirais pas. Je crois qu'il protégeait Frank Vandenbroek. Je ne pense pas. Je pense que c'est ce qu'on a dit auparavant. Il a voulu remettre un peu de gravité dans tout ça, mettre les chiffres en avant. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en termes de communication, quand les gens savent ce que... Vous voyez, les problèmes sur les vaccins, etc., c'est là, la difficulté est là. Et la vraie politique, la mise en œuvre de vraie politique maintenant, c'est à ce niveau-là. Et les carences sont terribles, notamment au plan européen. On a une Commission européenne qui est... Depuis la crise, enfin moi je ne vois pas l'Europe, je ne vois pas l'Europe, c'est gravissime. Frédéric Chardon, vous ne seriez pas journaliste politique, mais vous seriez conseiller en communication, spin doctor. Comment est-ce que vous rapprocheriez l'opinion publique de Alexander De Croo, des experts, du comité de concertation de manière générale? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour retrouver l'adhésion de la population et qu'on ne se retrouve pas demain, après-demain, avec des nouveaux rassemblements qui ne sont pas désirés?
Voilà, la réponse est très facile, hein. Je pense que tout le monde le réclame depuis plusieurs semaines. Il faut donner des perspectives. C'est devenu la tarte à la crème, c'est un cliché de le dire, mais continuer à parler de bulle des 1 sans dire qu'en avril, l'Horeca pourra sortir la tête de l'eau, que des gens pourront garder leur entreprise, que la vie pourra reprendre plus ou moins convenablement, que l'on fait tout ce qu'on peut pour enfin que ce plan de vaccination puisse fonctionner, puisqu'il ne fonctionne vraiment pas bien du tout. Je crois que c'est absolument ça qu'il faut faire maintenant. Or, les perspectives, elles sont très mauvaises, parce que cette semaine, justement, j'ai pu consulter un document du commissariat Corona qui montrait que si, uniquement sur la base du mauvais approvisionnement des firmes pharmaceutiques en vaccins, on n'est pas sorti de la phase de vaccination de la population à jusqu'à 70% pour novembre de cette année. Donc on est bien au-delà des délais qui avaient été donnés depuis le départ. Donc c'est tout cela qui pèse sur l'esprit des gens. Et donc voilà, c'est ce que doit faire Alexander De Croo, c'est donner des perspectives, ça c'est clair, et puis surtout faire le maximum sur le plan de vaccination. Est-ce qu'on peut vraiment donner des perspectives lorsqu'on avance sur du sable mouvant? Ça aurait du sens de donner des dates à 1 mois ou à 2 mois, alors que peut-être que dans 15 jours, on a une flambée des chiffres et qu'on est obligé de reconfiner ou de reconfiner partiellement. Démétrio Scaglia, vous dites oui quand même? Oui, je pense que oui, des perspectives, mais plus que des perspectives, parce que j'en ai marre de ce mot, un calendrier optionnel, je dirais. Parce que je pense que si on veut dire aux gens, on sait très bien depuis longtemps que le mois de mars est un mois qui ennuie, parce qu'on sait bien que c'est un mois charnière. Mais je pense que si on veut passer le cap de mars, il faut dire en avril, on aura ceci, en mai, on aura ceci. D'ailleurs, il y a un document, il y a un calendrier qui circule, que nous avons pu consulter. On ne sait pas encore s'il sera abordé ce soir ou pas lors du Codeco. Donc ça, mais je pense que c'est absolument nécessaire. Sortons des perspectives, donnons un calendrier optionnel. Ouais. Alors je voudrais faire un dernier tour de table avec vous trois et vous poser la question suivante. La vaccination, elle a du retard, mais elle est quand même en route et on nous annonce qu'on va passer à la phase 1B, donc les plus de 65 ans et les personnes avec comorbidité à partir du 8 mars, si je ne me trompe pas, pour la Wallonie, et à partir du 15 mars, théoriquement, pour Bruxelles. On sait que donc on va avoir, dans les mois qui viennent, alors est-ce que ce sera avril, est-ce que ce sera mai, est-ce que ce sera juin, vacciner les personnes les plus à risque. Est-ce qu'après ça, on peut changer de registre et est-ce qu'on pourrait se dire, une fois qu'on a vacciné les personnes les plus à risque, on peut réouvrir, on peut accepter l'idée qu'on va peut-être envoyer beaucoup de monde dans les hôpitaux et on doit prendre peut-être ce risque-là. Est-ce qu'on est prêt à aller dans cette situation-là? Est-ce que moralement ce serait acceptable et est-ce que politiquement ce serait acceptable? Je vous demande de répondre à cette question-là. On commence par Frédéric Chardon pour la Libre Belgique. Alors moi, je vais un peu m'avancer, je vais dire oui. Je crois qu'à un moment donné, lorsque les personnes les plus à risque auront été vaccinées, il faut pouvoir libérer un peu la société, car tout est une question d'équilibre. Si vous obligez même les gens non vaccinés à rester confinés pour ne pas qu'ils aillent dans un hôpital, mais on ne pense pas aux conséquences qu'il y aura par ailleurs. Donc je sais que je vais utiliser des chiffres assez terribles, mais où en sera le taux de suicide, par exemple, où en seront les faillites si on ne permet pas à la société qui n'a pas encore été vaccinée, mais qui est moins à risque, de pouvoir reprendre une vie normale. Donc je crois que oui, en effet, quand les personnes les plus à risque auront été protégées, on doit absolument déconfiner notre société. Ouais, déconfinement aussi, David Copy, et vivre avec le virus après? Je pense qu'il faudra quand même écouter les scientifiques, voir un peu où en est la situation épidémiologiquement, etc. Mais en effet, au bout d'1 an, je crois qu'on l'a dit, on peut le répéter, je pense qu'il faut changer d'option et changer de politique et que, au passage, on ne peut pas poursuivre comme ça. Je lisais dans Sud Presse en l'occurrence qu'on envisageait à Bruxelles de faire survoler le bois de la Cambre par des drones. Là, je veux dire, ça devient limite totalement insupportable. Si c'est ça la politique à mettre en œuvre, je crois qu'il faut très très vite réformer tout ça, parce que c'est littéralement insupportable. Ouais. Démétrios Cagliola. Oui, donc moi je dis 1, mettons la vaccination au cœur du Codeco. 2, ouvrons la société. La vaccination va progresser un peu plus vite. Le facteur saisonnier va jouer, je pense. Je pense que oui, il faut envisager un déconfinement pour toutes les raisons que mes éminents confrères viennent de mentionner. Allez, dernier tour de table, un pronostic, c'est un petit peu pour s'amuser. À quelle heure ça se termine, le comité de concertation aujourd'hui? À quelle heure on a une conférence de presse? Et est-ce que la conférence de presse ressemblera à toutes celles qu'on a connues sur la forme, notamment? On fait dans l'autre sens. Démétrio Xaguillola.
un pronostic. Ce que je pense ou ce que je souhaite? Ce que vous pensez. Ce que je pense, 19h45, je dirais. Ouais. David Copy, Je ne sais pas. 18h 18h. Frédéric Chardon. Plus pessimiste, 21h. Voilà, allez, on a relevé les copies et quand on aura déconfiné l'Oreca, le perdant Ok. paye une bière aux deux autres et à moi, s'il vous plaît. Merci Ok. beaucoup. Démétrio Scagliola, rédacteur en chef pour Sud Presse, Frédéric Chardon, journaliste politique à la Libre Belgique, David Copy, journaliste politique pour le journal Le Soir. Merci de nous avoir éclairés et d'avoir essayé un petit peu plus sérieusement quand même en début d'entretien de décoder tout ce qui se joue en termes de communication pendant cette journée. Merci à vous.